Quand on voit ce qui s'est passé en janvier-février 2023, tout le monde a utilisé ChatGPT. Bon, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est énorme. La multimodalité est super importante parce que c'est nous. Nous, on communique multimodal. Intelligence artificielle, ça m'embête comme mot parce que je pense que c'est une mauvaise expression. C'est pour ça que je dis souvent que l'IA, c'est l'intelligence augmentée. Ouais. C'est ces outils qui vont augmenter notre intelligence. Bonjour à tous et bienvenue à Vivatech dans cet épisode spécial que je tourne à Vivatech. Aujourd'hui, je reçois un docteur en informatique issu du CNRS qui a fait 10 ans à la Silicon Valley, qui a monté plusieurs startups successful, qui est directeur scientifique de Renault Group et qui est notamment co-créateur de l'assistant virtuel Siri. Bonjour Luc. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour le Deep Talk, du coup, cet épisode spécial du Deep Talk. Pour commencer, première question, j'ai envie de te dire, quelles sont les tendances actuelles que tu suis en IA ? Je veux dire que c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, si on ne suit pas ce qui se passe dans l'IA générative, c'est qu'on n'a pas bien compris ce qui se passe pour le grand public depuis novembre, depuis l'été même 2022. Donc là, c'est les grandes tendances. C'est la compréhension, surtout aujourd'hui, de comment ces IA génératives peuvent aider dans la vraie vie. Parce qu'on a compris un peu tous maintenant ce que c'était. On les a beaucoup utilisés, ces IA génératives, surtout en janvier-février 2023, puisqu'il y a eu 100 millions d'utilisateurs pendant ces 2 mois-là pour ChatGPT, par exemple. Donc, et maintenant, on commence à essayer de faire en sorte que ça soit vraiment utile dans la vraie vie, pour les vrais gens, dans les vraies entreprises. On y reviendra du coup, ça c'est hyper intéressant. Je voulais revenir un peu sur ton parcours. Il y a 2 grandes dates qui sont intéressantes. Alors il y a le 9/09/1999, tu nous diras ce que c'est. Et puis il y a 2023. 2003, pardon. Ouais, alors le 999, c'était rigolo parce que j'aime bien les chiffres. Donc ça, c'était... On était au SRI, donc c'est Stanford Research Institute. C'est 30 ans dans la Silicon Valley, d'ailleurs pas 10. 30 ans, ouais. Donc le SRI, c'est un labo de recherche dans lequel j'ai passé 7 ans au début de ma carrière. J'ai fait 10 ans de recherche et 7 ans au SRI. Et à la fin, on va dire, de mon parcours au SRI, on a présenté 9 projets le 9 septembre 99, donc, où on montrait déjà des choses qui commencent à peine à arriver aujourd'hui. Donc on a fait la première voiture connectée à l'époque, on a fait le premier frigo connecté, enfin on a fait des trucs un peu qui ont l'air débiles comme ça, mais qui étaient... c'était un peu le début d'Internet. Internet est arrivé vraiment pour le public dans les années 94-95. Donc on a vraiment surfé la vague de ça. Et évidemment, dedans, il y avait aussi un truc qui s'appelait The Assistant, qui est 14 ans plus tard devenu Siri. Super. 2003, première rencontre avec Steve Jobs. Ouais, alors là, c'était moins glamour, on va dire. C'est-à-dire que là, c'était ma période start-up. Donc, dans les années 2000, j'ai créé quelques start-up dans la Silicon Valley. Et donc, une des start-up qu'on avait fait, sur laquelle on travaillait, on voulait la présenter à Steve Jobs. Donc, on a vu un rendez-vous. Alors, évidemment, quand tu es dans la vallée et que tu fais une start-up, tu es très fier d'aller montrer ce que tu fais à Steve Jobs ou à ses grands patrons d'industrie. Et donc, on avait ce rendez-vous, on avait tout bien préparé, on avait une super démo, on était super contents et tout ça. On était arrivé 1 heure en avance pour tout préparer. Et le gars, au bout d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure, même pas, je pense, il s'est levé, il a dit c'est de la merde et il est parti. Incroyable. Donc, la première approche était moyenne, on va dire. Heureusement, quelques années après, ça s'est plutôt bien passé. Quelques années après, ça s'est bien passé. Ok, parfait. Du coup, on est à Vivatech. Tu as pu voir un peu toutes les startups françaises, du coup, tous les fleurons de l'industrie française. Alors en France, on a 7 licornes, ce qui n'est pas énorme. Que penses-tu aujourd'hui des investissements, justement, des levées de fonds sur les startups françaises ? Bon alors, levée de fonds, c'est toujours un peu compliqué parce que je pense que le problème essentiel qu'on a en France, c'est un problème de financement. C'est pas un problème d'idée, c'est pas un problème de qualité de la science, on va dire, ou de la technologie. C'est vraiment juste un problème de mettre à l'échelle, d'accord ? Donc des startups, on en a plein.
Ouais. D'accord, on en a plein et ça, pas depuis très très longtemps. On a redécouvert en gros le monde des startups Avec depuis, la French Tech. avec le French Tech, donc dans les années 2012-2013. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant, une grosse dizaine d'années. Et on a plein de vraiment bonnes startups avec des gens très très bien. Tu sais, bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais on me dit toujours que maintenant la moitié à peu près des élèves ingénieurs dans les grandes écoles, bah, ils veulent soit aller créer leur startup, soit aller y travailler. Alors que de mon temps, si tu veux, c'était plus que 0,005%, tu vois. Donc ça, c'est bien. Donc, on a des talents. On a des talents extraordinaires. Hein, et surtout, quand on parle de l'IA, bon, je dis souvent, on est les meilleurs du monde en IA. Je dis on, c'est nous les Français. Ouais, les Français. Ouais. On est les meilleurs du monde et c'est pas une blague. C'est parce qu'on est les meilleurs du monde en mathématiques. Et ça, pour ça, on a plein de choses qui le prouvent. Hein, les médailles Fields, des machins comme ça. Les Français sont les meilleurs en maths et il se trouve que l'IA, c'est que des maths. Donc, on n'est pas trop mauvais. Donc, et on voit ça dans la Silicon Valley aussi. La plupart des chefs de l'IA dans la Silicon Valley sont français. D'accord. Donc ça, on est bien. On va dire. On est bien pour les startups. Les scale-up, il y en a quelques-unes. Hein, donc, bon, ça, pour les compter, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, il y en a quelques-unes. Mais il n'y en a pas assez. Ouais. Quand tu regardes encore une fois dans la Silicon Valley, des boîtes qui lèvent des milliards au bout de, enfin des centaines de millions, on va dire, au bout de quelques années, il y en a quand même beaucoup. Là, nous, on a un problème, mais je pense que c'est essentiellement donc un problème de financement, dans le sens où nos VC, et je ne critique pas parce qu'il y en a, ils font des trucs très très bien, hein, mais nos VC en général sont plus des banquiers que des capital risqueurs. Ouais. D'accord, le venture capitalist, VC, ça rime plus avec capital risqueur aux États-Unis, enfin dans la Silicon Valley, et ici ça rime plus avec banquier. Encore une fois, c'est pas une critique. Ils mettent quand même des sous, ils prennent des risques juste en mettant des sous. Mais c'est vrai que les risques sont plus limités, on va dire, ici. Et d'ailleurs, c'est culturel. Hein, on a un peu d'aversion au risque en général, en France, à l'échec, au risque. Voilà, l'échec n'est pas admis. Tandis que moi, souvent dans les équipes, ce que je fais, j'apprends, je fais passer la culture de l'échec. Alors ça fait peur comme ça. Ça veut dire qu'il faut échouer tout le temps, hein, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que échouer, c'est OK. Parce que échouer, ça veut dire qu'on a essayé des trucs qui sont incroyables. Principe même des startups. On a vu Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs, qui a annoncé un investissement important sur l'IA. Donc ça amène aussi la France sur de bons rails, j'ai envie de dire, puisque la direction de l'État du coup investit. On a aussi Xavier Niel qui a avec QTI qui a lancé un fonds d'investissement. Donc on va dire qu'on va dans le bon sens sur les investissements. Donc c'est plutôt une bonne chose. L'éducation française, tu en parlais, du coup, on a les meilleurs ingénieurs en France. Tu le redis et tu le ressasses parce que c'est important de le dire. À ton époque, quand on était un très bon ingénieur, on avait envie d'aller à la Silicon Valley. Aujourd'hui, ça a changé. 20 ans après. À mon époque, c'était pas tout à fait comme ça. À mon époque, on avait envie de rentrer dans le corps dans lequel l'école était faite pour. D'accord. Donc, tu étais aux mines, tu rentrais dans le truc des corps de l'État qui faisait les routes. Tu étais à Télécom, tu rentrais à France Télécom, etc. Donc, on n'allait pas faire l'aventure entrepreneuriale. Il y avait très très peu qui se sont barrés dans la Silicon Valley. Bon, aujourd'hui, les vieux de la Silicon Valley comme moi, effectivement, on sort de là, mais on est très peu, je veux dire, par rapport à ce qu'on produit comme ingénieur ici. Aujourd'hui, comme on a dit, depuis 2012-2013, il y a de plus en plus ceux qui tentent l'aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est super. Donc, il y a un peu de sous grâce à la BPI. Donc, dès que tu commences, l'amorçage est plus facile aussi, d'accord. Alors, je dis pas que c'est de l'argent facile, je dis pas qu'il faut péter de l'argent n'importe comment, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ce souffle depuis une dizaine d'années qui quand même est très très intéressant. Pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, l'IA générative, qui est le sujet du podcast, j'ai envie de te poser une question que tout le monde te pose. Alors, est-ce que l'IA existe vraiment, Luc ? Bon, ça dépend, ce qu'on appelle IA. Donc, moi, ça me saoule un peu, tous les gens qui parlent d'IA en permanence, et à tort et à travers. Donc, l'IA que j'appelle moi l'IA de Hollywood. D'accord, donc celle qui est jolie, mais qu'on gratte pas trop, et qui nous fait peur, des fois, un peu comme Terminator, ou qui nous fait rêver. Alors, je sais pas si Her, ça fait rêver, mais tu vois, les IA un peu comme ça, qui sont vraiment, qui sortent des films de science-fiction, ça n'existe pas. D'accord. Ces IA-là, elles n'existent pas. Alors, déjà, moi, je vais parler des IA, je ne vais pas parler d'une IA, parce que justement, il n'y a pas une IA universelle qui serait cette IA de Hollywood. Donc, par contre, il y a donc plein d'IA. Donc, il y a des IA qui existent, des IA qui sont vraiment utiles, d'accord ? Parce qu'à la fin,
une IA, c'est un outil. D'accord, donc il faut vraiment les voir comme ça, ces IA. Ce sont des outils, donc par définition utiles, qui sont très utiles dans des domaines très particuliers, d'accord. Mais l'IA générique qu'on appelle AGI en anglais, Artificial General Intelligence, qui va faire donc quelque chose qui serait aussi bon et meilleur que nous, qui va nous remplacer complètement, nous tuer même peut-être, bah ça, non, ça n'existe pas. Ok, très bien. Si on parle un peu des IA génératives toujours, donc il y a les grands mastodons comme OpenAI. On a un petit fleuron en France qui s'appelle Mistral. Est-ce que tu penses que Mistral aujourd'hui est capable de concurrencer des gros type OpenAI ou Gemini? Bon, quand tu vois l'histoire des gens qui sont à OpenAI, eux, ils viennent de ces groupes-là. Ouais, d'accord. Donc, ils ont été entraînés, on va dire, dans cette. Depuis les années, fin des années 2010, hein, les IA génératives existent depuis à peu près 2018. Donc, eux, ils ont été formés à ça, donc ils comprennent ce que c'est. En plus de ça, ils ont fait partie de cette évolution. Donc, ils savent, techniquement, ils savent exactement comment ça marche, parce que, encore une fois, c'est des mathématiques, et eux, ils sont très forts en mathématiques. Donc, c'est très bien. Les données sont intéressantes aussi, hein, donc les gens sont bien, les données sont là, d'accord, donc ils sont tout à fait capables. Et quand tu vois après dans les scores, parce que tu sais, c'est toujours comparé avec d'autres, quand tu vois sur Hugging Face, qui est l'endroit où tu vas scorer globalement les benchmarks. Tu benchmarks tes IA, tu vois que la première IA de Mistral, qui était la 7 milliards, la 7B, elle était aussi bonne que celle de Meta à 15B. D'accord. Donc, ils se battaient. Alors, ça dépend des trucs, des questions que tu poses, ça dépend de plein de choses. Mais évidemment qu'ils peuvent faire quelque chose qui est très bien. Et ils ont fait quelque chose de très bien. Et là, la dernière publique qu'ils ont annoncée, la 8.7 ou la 7.8, c'est définitivement bon. D'accord. Il va falloir des fonds maintenant. Donc il n'y a pas de problème. Alors ils ont levé pas mal de sous, donc c'est pour ça qu'ils sont dans l'actualité. Hein, donc il y a plusieurs centaines de millions qui sont essentiellement utilisés pour aller faire du calcul. Parce que le problème, c'est que faire ces modèles, ça demande énormément de capacité de calcul. Donc là aujourd'hui, je pense qu'ils sont une trentaine ou une quarantaine. Donc la boîte grossit normalement, on va dire. Donc c'est super bien. Une des idées de ces IA génératives locales, on va dire, souveraines potentiellement, ça serait d'utiliser des données qui sont des données donc, culturellement plus, qui pèseraient plus du côté Europe dans ce cas-là. Et ça serait super intéressant. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'en démarquer de ce machin-là. Hein, et c'est compliqué à faire parce que Internet, en général, penche du côté anglo-saxon quand même. Et donc, culturellement, des fois, on oublie un peu des choses. Moi, mon exemple préféré, c'est quand on demande à une IA générative aujourd'hui qui a inventé l'aviation. Il va dire que c'est les frères Wright en 1910. D'accord. Alors que nous, Français, on sait bien que c'est Clément Ader en 1890. Donc, malheureusement, comme ça penche du côté anglo-saxon, ça penche du côté Silicon Valley, hein, c'est clair. Il faudrait qu'il y ait plus de données qui permettent de rééquilibrer un peu, parce que c'est des compétitions, c'est normal, bon, c'est du chauvinisme, c'est tout ce qu'on veut, on peut l'appeler comme on veut, mais ça serait bien quand même qu'il y ait ces IA régionales, et donc en Afrique, en Asie, enfin partout, pour pouvoir toujours garder ces spécificités qui sont importantes culturellement. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une sorte de nivellement par le bas, je dirais, de la culture. Et ça, c'est un peu embêtant. Et malheureusement, quand on devient trop gros, un Mistral n'y coupe pas non plus aujourd'hui. Ouais. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que pour expliquer un peu à nos auditeurs, forcément, l'IA générative se nourrit de données principalement d'Internet, donc de données historiques qui ont été émises sur Internet. Donc si les données sont pourries en entrée ou si elles sont erronées, la réponse va être fausse. Ça, c'est évident. Et du coup, ça me permet aussi tu me tends la perche sur la régulation de ces IA génératives. Avant de parler de régulation, enfin, juste parlons de pertinence rapidement, là, parce que justement, c'est embêtant, comme tu viens de dire. Hein, c'est clair que ChatGPT 4.0, par exemple, on estime que c'est à peu près 1200 milliards de données. D'accord, 1200 milliards de paramètres. C'est beaucoup de paramètres. Hein. En gros, c'est basé sur tout Internet. Hein. 1200 milliards. Et donc, effectivement, on sait bien que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Et donc, du coup, les machins, de temps en temps, ils sortent des trucs qui viennent d'Internet et donc qui ne sont pas vrais. D'accord, donc il faut faire super attention. Parce qu'effectivement, mais il faut le comprendre, il faut le dire déjà. D'accord. Et donc, du coup, le régulateur doit aussi le comprendre et le dire. Et prévenir les gens. Donc, la régulation, déjà, parfois, souvent, a vertu éducative.
C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi il y a une loi, on se demande pourquoi il y a une règle, et donc quand on se pose la question, juste c'est bien. Parce que c'est bien de douter potentiellement de ces machins-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut réguler trop tôt non plus. D'accord ? Donc il y a une sorte de balance qu'il faut avoir, où il faut faire super attention de ne pas se couper les ailes de l'innovation par trop de régulation. Parce que si tu dis je vais interdire le truc, je vais interdire, bah si tu interdis, tu ne peux plus travailler dessus. Alors D'accord ? tu prends aucun risque du coup, mais par contre... Tu ne prends pas de risque, mais bon, tu prends le risque juste d'être dépassé par ceux qui ne vont pas interdire. Exactement. D'accord ? Et ça, on a des histoires plein en France, en l'occurrence. Tu sais, dans les années 80, on s'était interdit de travailler sur la génétique. D'accord ? Parce qu'on avait peur de l'eugénisme. Évidemment qu'il faut avoir peur de l'eugénisme, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas du tout travailler sur la génétique. Et on voit aujourd'hui avec la génothérapie que travailler sur les gènes, c'était super intéressant. Donc, je pense qu'on a reversé ça dans les années 90 en France en disant finalement, on peut quand même travailler dans ses limites et tout ça. Mais il faut faire attention au départ de ne pas interdire pour interdire, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut, où nous, les scientifiques, les gens qui travaillent là-dessus, il faut qu'on explique. Il faudrait qu'on soit impliqués un peu plus dans les réflexions aussi, parce qu'il ne faut pas prendre des trucs en réaction globalement de ce qui peut se passer, des peurs irrationnelles qui sont parfois à cause de ce qu'on dit dans les médias et qu'on peut dire n'importe quoi, hein, parce que sur les IA génératives, on dit souvent quand même n'importe quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, des gens très intelligents, normalement, qui sont censés parler sur l'IA générative, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément intelligents et qui en parlent et qui ont une notoriété qui est assez importante. Donc, il y a des gens très intelligents, mais qui ont aussi des drivers qui sont un peu différents. C'est-à-dire qu'il y en a, ils veulent faire du business. Et donc, quand tu veux faire du business, des fois, tu vas un peu faire Pinocchio, tu vois. Tu vas mentir un tout petit peu. Et donc, ça, c'est embêtant. Parce que c'est... quand tu as une voix qui porte comme Elon Musk, si tu veux, quand tu dis n'importe quoi, il y a des gens qui le croient. C'est ça qui est inquiétant. Du coup... j'ai une autre question, et c'est un peu les craintes, pour rebondir aussi sur les craintes, c'est un peu les craintes qu'on entend aujourd'hui dans les médias, c'est les craintes qu'on entend au niveau des particuliers, parce qu'on peut imaginer aujourd'hui que 15% des gens utilisent l'IA générative et 85% de la population ne sait pas ce que c'est ou ne comprend pas ce que c'est. Et donc la peur de chaque employé aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA va-t-elle nous remplacer ? C'était un exemple sur le chat. C'est classique, c'est classique, hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on en a peur. C'est une boîte noire, on ne la comprend pas et on dit ça va nous remplacer, c'est peut-être plus intelligent que nous. Bon, alors là, déjà, il faut respirer un tout petit peu parce que ces IA ne sont pas plus intelligentes que nous. D'accord ? Elles vont être des très bons outils, comme je disais tout à l'heure. Et donc, ces outils, ils vont être utiles dans des tâches particulières. C'est quoi un métier ? C'est quoi qu'est-ce qu'on fait quand on fait un métier ? On a plein de tâches. D'accord ? Et il y a des tâches qui vont être remplacées. Ça c'est sûr. Alors pas forcément en quantité, dans le sens où on va être plus productif et tous les patrons vont pouvoir nous virer parce que on a besoin de la moitié des gens parce qu'on est plus productif. C'est pas vraiment ça en fait que ça amène ces IA en général et ces IA génératives en particulier, mais ça amène beaucoup de qualité en fait. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir que ces outils vont nous permettre de faire ce qu'on fait mieux. Alors ça, c'est déjà pas mal d'ailleurs de le dire comme ça. Alors oui, évidemment, des fois, ça nous permet de le faire plus vite aussi, d'accord ? Mais le faire mieux, c'est bien aussi, c'est le but de l'outil. Tu vois, il y a un métier, par exemple, qui a eu très, très peur, c'est les designers. D'accord ? Les designers ont eu très peur de se faire remplacer parce qu'ils ont dit, tiens, le truc, il va créer des trucs pour moi. Alors déjà, il faut être clair que ces IA génératives, elles ne créent pas. Elle génère. La créativité reste du côté de l'humain. C'est-à-dire que c'est le designer qui va dire « Dessine-moi un fauteuil et des poils jaunes et une assiette rouge. » D'accord ? Et tu vas pouvoir être complètement débile dans ta créativité parce que le machin, il va générer ce que tu lui dis de faire. D'accord ? Et tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et donc, point de vue créativité, tu vas pouvoir démultiplier ta propre créativité à travers l'outil. D'accord ? Et après, tu vas évidemment nettoyer et prendre seulement les trucs qui te plaisent, etc. Donc c'est un outil extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 35 ans avec l'arrivée de Photoshop. C'est la même chose pour les designers. Ils avaient leur crayon papier et leur papier et ils disaient « Ah ouais, mais je veux pas faire un truc avec Photoshop, ça va me remplacer, ça fait des trucs plus vite, tout ça. » Non. En fait, Photoshop, ça permet de faire des trucs beaucoup plus jolis, beaucoup plus rapidement, oui, des fois, mais surtout beaucoup plus jolis, beaucoup plus de qualité. Donc il faut
comprendre un peu comment les tâches sont remplacées. Mais tu sais, il faut lire aussi Schumpeter, du début du XXe siècle, qui explique très très bien que chaque fois qu'on enlève des tâches ou qu'on remplace des tâches, ou que ces tâches se modifient, il y a d'autres tâches qui arrivent. Hein. Et ne serait-ce que la tâche de la maîtrise de l'outil. D'accord, l'outil il va pas marcher tout seul. Hein. Le marteau, il va pas planter le clou tout seul. Hein. C'est moi qui tiens le manche et c'est moi qui décide de comment l'utiliser. Il faut que j'apprenne aussi à l'utiliser. Et donc ces tâches, alors il faut évidemment que la tâche de l'apprentissage de l'outil soit pas plus importante que la tâche que tu faisais avant. Parce que sinon l'outil sert à rien. Donc ça arrive aussi de temps en temps où on va pousser des outils alors qu'ils servent strictement à rien. Mais voilà, donc il faut respirer, il faut se calmer un tout petit peu, il faut regarder l'histoire, il faut regarder ce qui s'est passé, et puis on dit comment on va utiliser l'outil le mieux. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne va pas y avoir plus de productivité et que potentiellement il y aura moins de gens qui feront ces tâches en particulier, mais il y aura certainement d'autres tâches qui seront tout aussi intéressantes, sinon plus, qui seront peut-être encore plus valorisantes d'ailleurs pour l'humain. Mettre un maximum, du coup, un paquet, comme disait Emmanuel Macron, sur la formation. Il a annoncé 400 millions d'euros supplémentaires pour former encore 100 000 spécialistes. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on ne va pas être remplacé, du coup, par ces IA, mais par contre, les personnes qui n'utilisent pas ces IA vont être remplacées par des gens qui savent utiliser ces IA. Donc, au contraire, il faut les utiliser, il faut s'en servir. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer sur comment ça marche. C'est pas la peine qu'on devienne tous ingénieurs ou data scientists. C'est pas la peine de faire ça. Mais par contre, il faut comprendre, il faut écouter les gens qui en font, il faut écouter les gens qui ont un peu l'habitude d'avoir fait des IA et de connaître l'histoire de l'IA. Et puis, on fait sa propre opinion. On fait une opinion collective aussi. Quand on parle de régulation tout à l'heure, la régulation, elle doit revenir des masses, elle doit revenir de nous, de comprendre comment les outils marchent et donc de décider collectivement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Tu sais, l'utilisation du marteau, j'y reviens souvent parce que je compare à ces IA, je compare souvent ça à un marteau parce que c'est pas autre chose que ça, c'est pas autre chose qu'un outil. Ces marteaux, à un moment donné, on a décidé que c'est super pour planter des clous. On s'est aperçu qu'on pouvait taper sur la tête du voisin avec, d'accord ? Et on a décidé collectivement que c'était pas bien de taper sur la tête du voisin, d'accord ? Mais on peut toujours le faire. Ouais. Mais la régulation fait que si tu tapes sur la tête du voisin et que tu te fais choper, tu vas en prison. Et c'est normal, d'accord ? Mais collectivement, on a décidé que c'était comme ça. Et là, il faut que ce soit pareil. Mais pour ça, collectivement, on avait compris comment marchait le marteau. Hyper intéressant. Je bascule sur un autre sujet, du coup, plutôt écologique, consommation. On sait que ces IA, c'est des machines à consommer de l'énergie. Je te parlais tout à l'heure de 440 kW, mais tu me disais que ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est bien plus, versus un cerveau humain, 20 watts, ce que tu disais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'avenir, justement, pour passer à l'échelle avec ces IA et ces risques au niveau de la consommation ? Bon, alors aujourd'hui, c'est des aberrations écologiques. Il faut quand même être clair. Donc, les IA ont évolué. Ça fait 67 ans que ça existe, l'IA, en tant que telle. Donc, elles ont évolué et elles n'ont pas évolué dans la bonne direction, point de vue consommation d'énergie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus de capacités de calcul, et donc, du coup, il faut de plus en plus d'électricité. Des CPU, des GPU. Voilà, TPU, GPU, enfin, il y a plein de trucs. Et le problème, c'est que quand on entend des entreprises comme Microsoft qui est en train de réfléchir à mettre des petites centrales nucléaires à côté de leur data center, ça fait un peu peur. Donc, il faut faire un tout petit peu attention, il faut réfléchir aussi à ça. Et on se rend compte avec les IA génératives que l'utilisation de l'IA générative n'est pas sans effet, d'accord ? C'est-à-dire qu'avant, on va dire, les IA d'il y a 30 ans, c'était du machine learning, on utilisait 100 000, 1 million de morceaux de données. Bon, il fallait de l'électricité, il fallait de l'énergie pour produire les modèles, mais après, à l'inférence, au moment de l'utilisation, c'était globalement gratuit, d'accord ? Après ça, on est passé au deep learning. Deep learning, maintenant, on est à 100 millions de morceaux de data. Ça commence à être un peu plus gros. Donc, plus d'énergie pour créer les modèles, mais à l'inférence, toujours un peu gratuit. Là, aujourd'hui, les IA génératives, il faut comprendre qu'on parle de milliards, comme je disais tout à l'heure, 1200 milliards pour ChatGPT 4.0, de milliards de données. Donc, énorme quantité de GPU, CPU, TPU, enfin tous les processeurs units que tu veux, donc toutes les capacités de calcul que tu veux, beaucoup. Ça dure très longtemps pour entraîner ces modèles. Mais en plus de ça, ces modèles sont tellement gros qu'une fois qu'ils sont prêts, une fois qu'on va les utiliser, au moment de l'utilisation, ce qui s'appelle l'inférence, ils vont aussi utiliser de l'électricité.
D'accord ? Et donc, du coup, le passage à l'échelle est beaucoup plus compliqué pour ces IA génératives parce qu'elles utilisent de l'énergie au moment où on les utilise. Et ça, on n'avait pas forcément anticipé. Les entreprises qui font plein de POC et plein qui utilisent ces machins, elles se rendent compte que bon, dans le POC, c'est rigolo. Je vais péter un peu des sous pour mon cloud et tout ça. Mais finalement, si je passe ça à des milliers, des millions d'inférences, peut-être que ça va me coûter très très cher. Donc, du coup, la direction, c'est d'essayer de faire des IA plus frugales. Mais comme dans toutes les IA et dans toute l'histoire d'IA, de l'IA en général et des technologies en général, on commence par des trucs un peu génériques et généraux en espérant que ça va marcher comme ça. Et petit à petit, étant donné qu'on va faire des choses qui sont dans des domaines beaucoup plus particuliers, dans des verticales beaucoup plus définies, à ce moment-là, on va avoir des trucs qui vont être potentiellement plus frugaux. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si on veut déployer ces machins-là, il va falloir que ça soit plus frugal. Et ce ne sera peut-être pas d'ailleurs des IA génératives, parce que les IA génératives elles-mêmes, elles sont intrinsèquement utilisatrices d'énergie, de beaucoup d'énergie. Donc, peut-être qu'on va arriver à de nouvelles IA bientôt, parce que les IA évoluent, hein, ça évolue depuis 60 ans, comme je disais, plus de 60 ans. Et donc, on va certainement arriver à de nouvelles IA qui sont beaucoup plus frugales, qui vont utiliser moins de data, des data seulement dans des parties très particulières, etc. Donc, je pense qu'on va arriver à ça. On parlait du médical, des zones spécifiques dans le médical, de la radio par exemple, donc avec des IA qui sont très fine-tunées. Donc fine-tunées pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on les a entraînés avec des données spécifiques à la technologie, à l'évolution. Et du coup, l'IA frugale. Ouais. Donc la frugalité, ça va être l'avenir pour les IA, je pense. Et comme je dis, on ne sait pas quelle est la prochaine vague d'IA, parce que mais je pense que l'IA générative va mourir de sa belle mort, étant donné qu'elle est trop... passage à l'échelle est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans certains cas. C'est une balance. Il faut comprendre quels sont mes bénéfices et quels sont mes coûts. D'accord ? Donc des fois, les bénéfices vont être plus intéressants que le coût. Donc c'est à regarder. Mais je pense il faudrait, et dans la recherche, on commence un tout petit peu à regarder ça, faire des trucs un peu plus hybrides. C'est-à-dire pas oublier le passé, et regarder si on ne peut pas faire de l'hybridation entre ce qu'on faisait dans les IA logiques, par exemple, dans les années 50-60, et puis regarder si on ne peut pas hybrider ça avec les nouvelles IA statistiques d'aujourd'hui. Donc il y a certainement des choses dans les champs de recherche très, très intéressants dans ces domaines-là. On parlait en aparté de l'hiver de l'IA, des hivers de l'IA. Tu as senti un peu la hype qui est montée là, suite à la sortie de ChatGPT. Comment tu sens aujourd'hui l'évolution et l'avenir sur les IA ? L'évolution, comme je dis, là, on a eu en 2023, c'était la grosse hype. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé en janvier-février 2023, tout le monde a utilisé ChatGPT. Bon, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, c'est énorme. Okay ? Donc, après, il y a eu... parce que tout le monde l'a utilisé, parce que c'est facile à utiliser, on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes de pertinence, des problèmes d'hallucination, enfin, qu'il y avait des problèmes, quoi. Et puis après, on s'est rendu compte que on pouvait l'utiliser quand même dans des domaines particuliers et donc commencer à faire ce fine-tuning, ce ragging dont tu viens de parler, qui nous permettait d'utiliser dans l'industrie, dans les entreprises. Donc, il y a ce rebond où on s'est calmé un tout petit peu, donc c'est plus le gros hype, mais on commence à l'utiliser quand même, on commence à comprendre comment l'utiliser correctement. L'avenir, ça va être de continuer à trouver ces cas d'usage, parce qu'il faut en trouver, ces cas d'usage balancés, comme j'ai dit, donc qui vont être vraiment bénéfiques par rapport au coût, et puis trouver donc des nouvelles façons de faire de l'IA, pas forcément générative, on l'appellera certainement autrement dans les années à venir. Mais évidemment que les outils d'IA vont être de plus en plus utilisés et vont être de plus en plus intéressants. Si on parle un peu du coup d'actualité, récemment, donc 2 grosses dates, hein, sortie de ChatGPT novembre 2022, récemment keynote de Mira Murati, la CTO d'OpenAI, qui nous sort le nouveau ChatGPT 4o. Tout le monde a été bluffé, donc 14 mai, cette sortie, tout le monde a été bluffé. L'assistant a boosté à l'IA multimodal. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai été bluffé personnellement. Non, mais c'est super. Je veux dire, il faut pas cracher sur le machin. C'est évidemment super dans le sens où on voit cette évolution qui est absolument extraordinaire. La multimodalité, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps. Hein. Moi, je faisais ma thèse dessus dans fin des années 80-90. Donc la multimodalité est super importante parce que c'est nous.
Nous, on communique multimodal. Hein. Là, on ne voit pas, on est à la radio, mais quand on communique et qu'on fait des gestes, on montre des choses et tout ça. Donc la multimodalité dans la communication humaine est très importante. Donc, essayer de faire en sorte que la communication homme-machine soit multimodale, c'est très, très important aussi. Donc, voir la démo où tu prends ton téléphone, tu montres quelque chose à ton téléphone et en même temps, tu le commentes avec la voix et tu discutes de ça là-dessus, c'est super intéressant. D'accord ? Donc ça, c'est très très bien. C'est pas tout à fait nouveau, comme j'ai dit, hein, puisque on travaille dessus depuis des dizaines d'années. Mais il faut faire attention dans toutes ces démos. Il faut juste les regarder avec un petit œil critique, sans, encore une fois, cracher dessus. Mais un œil critique en se demandant quelles sont les machines qui étaient derrière, quel a été l'entraînement vraiment de cette IA particulière pour que la démo marche complètement comme ça. D'accord ? On se rappelle toujours, il ne faut pas oublier la démo d'il y a 5-6 ans, je ne me rappelle plus exactement quand c'était, de Google, qui nous avait présenté un robot conversationnel qui prenait un rendez-vous tout seul chez le coiffeur et des choses comme ça. Donc la démo était intéressante, d'accord ? Mais on s'est aperçu que ça n'a donné strictement rien après ça. D'accord ? Donc il faut faire attention à l'effet démo, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas trop bluffé. Dans ce cas-là particulier, pour 4O, là, pour OpenAI, je pense qu'on est très très proche. Pourquoi ? Parce que on sait que ChatGPT est bon en conversation. Bon, il dit des bêtises de temps en temps, on l'a déjà dit, mais il est bon en conversation. Et c'était logique, c'était normal de le matcher avec un reconnaisseur de la parole. D'accord, Whisper en l'occurrence pour ChatGPT. Et donc faire en sorte que maintenant le truc parle et réponde et comprenne ce que tu dis, c'est normal. D'accord, donc on a une évolution normale et on rentre dans les applications en plus de ça ici. Donc on rentre dans des applications qui vont être utiles. Donc c'est très intéressant de voir ça. Maintenant, est-ce que ça va marcher aussi vite ? Là, on avait des temps de réponse de 0,3 secondes. Incroyable, les temps de réponse, c'était impressionnant. Donc, je ne sais pas, ça va dépendre certainement des machines qui sont derrière. Donc il faut faire un peu attention comment ça a été préparé. Ceci dit, encore une fois, c'est impressionnant, c'est intéressant et ça va, on va dans la bonne direction. On voit l'impact. Hein. Je prends l'exemple des ZTech, justement, suite à ces démos, Duolingo, l'action en bourse qui a chuté. On voit l'impact des IA. Et c'est là où il faut faire attention, et c'est là où il faut faire attention à notre excitation générale et générique. C'est pas une très bonne idée de croire tout ce qu'on voit comme ça et de prendre ça pour argent comptant. Donc, je pense que l'action de Duolingo, enfin, je ne vais pas donner de conseils ici, j'en sais rien, mais je pense qu'elle va remonter. Il y en a eu plusieurs, ouais. D'accord, mais le truc, c'est que ça va remonter quand on va s'apercevoir que c'est pas si facile que ça de faire ce qu'a montré OpenAI. Donc, toujours pareil, les technologies sont là, ça dépend comment elles sont utilisées, ça dépend ce qu'il y a derrière, et puis ça dépend quelle est la balance qu'on va avoir pour faire en sorte qu'elle soit utile ou pas. Dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'était la voiture autonome. Alors on sait que je travaille chez Renault, mais la voiture autonome, est-ce que c'est une réalité ou c'est une utopie du coup ? Alors, il faut donner une définition de la voiture autonome. Quand on parle de la voiture autonome, en général, quand c'est Elon Musk qui en parle, on parle de la voiture autonome niveau 5. D'accord, c'est complètement autonome, qui va d'un point A à un point B sans renverser personne, sans tuer personne, etc. D'accord, c'est la voiture idéale. D'accord, et on devrait savoir que le monde idéal n'existe pas. D'accord, et que donc c'est pas possible. Donc aujourd'hui, pour être tout à fait clair, les voitures autonomes qu'on dit déjà autonomes de Tesla par exemple, on est au niveau 2.5 à peu près pour Tesla. D'accord, il y a certaines voitures qui sont au niveau 3. Il y a certains robotaxis qui existent aujourd'hui, qui sont des voitures autonomes. Alors là, on ne voit pas à la radio, mais il faut mettre des guillemets, d'accord ? Parce que ces robotaxis ne sont pas autonomes du tout, en fait, dans le sens où ils connaissent bien le quartier, déjà, en général, c'est sûrement sur des géographies très, très particulières. Et en plus de ça, ils sont, quand il y a un problème, ils sont contrôlés à distance. D'accord ? Donc il y a une petite vidéo, une petite caméra et tout ça qui fait qu'il y a quelqu'un qui, avec un joystick, globalement, prend la main. Alors ça ne va pas arriver souvent. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer dans un centre de contrôle que ces voitures, quand elles seront au niveau 4, vont pouvoir être prises, quand elles ont un problème, vont être prises, contrôlées par quelqu'un. Ouais. Mais ça va arriver, mais il y aura toujours un humain quelque part dans la boucle. Alors pas forcément dans la voiture, il n'y aura pas forcément un volant dans une voiture niveau 4, parce que ça peut être donc fait en remote control, mais il y aura toujours un humain dans la boucle quand il y a quelque chose qui va se passer qui est incroyable. Parce que dans notre monde, il se passe toujours des trucs auxquels on ne s'attend pas. Et nous, humains, on a une capacité d'adaptation qui est absolument extraordinaire. Quand on voit un truc qu'on n'a jamais vu,
soit on peut faire des bêtises aussi, mais on s'adapte au machin. Ouais. Les IA, quand elles voient quelque chose qu'elles n'ont jamais vu, elles s'adaptent pas. Et donc du coup, ça c'est le genre de truc qui prouve en quelque sorte que la voiture niveau 5 n'est juste pas possible parce que c'est de l'idéal, d'accord. Mais ceci dit, encore une fois, la voiture niveau 4 va exister, d'accord, et va sauver des milliers et des milliers de vies. Il y a 1 million de morts sur les routes tous les ans, d'accord. On considère que certainement avec une voiture autonome niveau 4, on va en sauver 900 000 par an, d'accord. Donc si on leur sauve 90% des vies tous les ans, c'est pas mal, d'accord. Donc il faut respirer encore une fois là-dessus. Penser à l'idéal, c'est ridicule, parce que c'est pas possible. Par contre, penser à aller au niveau 4, qui sera presque idéal, ça sera chouette. C'est exactement ce que tu défends aussi, c'est-à-dire que on fait de la technologie pour aider les gens. J'entendais, c'est pour les vrais gens. Les vrais gens. J'entendais des gens qui disaient j'utilise Siri parce que je suis malvoyant, et donc c'est un assistant. La voiture autonome pourra sauver des vies. Et c'est un peu ton leitmotiv, de dire que les technologies sont là pour aider les gens, les vrais gens. Le problème de l'ingénieur en général, et je peux en parler parce que j'en suis un, c'est que des fois on fait de la technologie, pour la beauté du machin, pour nous-mêmes. C'est pas pour ça qu'on fait de la technologie. C'est pas pour ça qu'on devrait faire de la technologie. On fait de la technologie pour que ça aide des gens, pour que on soit meilleur à des choses. Moi, tu sais, j'aime pas l'IA, j'aime pas intelligence artificielle, ça m'embête comme mot parce que je pense que c'est une mauvaise expression. C'est pour ça que je dis souvent que l'IA, c'est l'intelligence augmentée. Ouais. C'est ces outils qui vont augmenter notre intelligence, qui vont augmenter nos capacités à faire des choses très très particulières, comme je disais tout à l'heure, dans des domaines très particuliers, mais dans chacun de ces domaines, l'outil, par définition, va m'être utile à faire cette tâche particulière pour laquelle l'outil a été fait. D'accord ? Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que on crée des technologies, on crée ça pour les vrais gens. On ne crée pas ça pour nous. Ça pourrait être le mot de la fin. Et est-ce si tu devais donner un conseil justement à nos auditeurs, à toutes ces personnes qui n'ont peut-être jamais utilisé d'IA générative, quel conseil tu pourrais leur donner sur l'avenir ? Surtout, il ne faut pas s'en priver. C'est-à-dire que j'entendais des fois des écoles qui disaient on va interdire ChatGPT à l'école. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut justement comprendre quelles sont ses limites. Parce que comme toutes les technologies ou comme toutes les références, on va dire, ça a des limites. Internet, on n'a jamais interdit Internet à l'école. On voulait à un moment donné on voulait à un moment donné interdire la machine à calculer à l'école. On voulait à un moment donné interdire l'encyclopédie à l'école. C'est pas possible, d'accord ? On peut pas. Donc, mais par contre, il faut comprendre que l'encyclopédie même a ses limites. Des fois, il y a des articles qui sont faux, d'accord, dedans. Donc, on recoupe, on comprend. Et c'est là où notre esprit critique est important. Donc l'esprit critique de l'humain est important. Il ne faut pas tout gober comme ça, aveuglément, mais il faut utiliser l'outil, il faut le comprendre. Et puis des fois, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait et on utilise autre chose. Alors, on critique souvent en disant « Ouais, dans les écoles, maintenant, ils vont tous utiliser ChatGPT pour faire le même devoir et tout ça. » Ouais, mais si c'est comme ça va être fade. Et celui qui va utiliser peut-être ChatGPT pour avoir une idée, mais qui va mettre son petit grain d'intelligence... Chaque prompt va être différent. Les prompts vont être différents, mais même si tu mets les mêmes prompts, les réponses sont différentes de façon avec les prompts. Mais celui qui va se sortir du lot, c'est celui qui va avoir mis sa petite graine intelligente d'humain. Donc franchement, il faut le comprendre, l'outil, il faut l'utiliser. Et puis après, il faut décider si ça sert à quelque chose dans notre métier, dans notre vie de tous les jours, etc. C'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Luc Julia pour être venu. C'était hyper intéressant. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce podcast. Et tu es le bienvenu quand tu veux dans le Deep Talk, maintenant que tu as l'adresse. À bientôt, bonne journée. Merci, au revoir.